Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une des titres, les élèves du lycée Donka étaient en colère ce mercredi. Motif invoqué, une négligence des médecins du CHU Donka qui a causé la mort de l'un des leurs. Moussa Mara est mort après avoir subi une intervention chirurgicale. Pourquoi la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, a-t-elle été rejetée alors qu'il était attendu ce mercredi à Conakry? Les réactions des citoyens par rapport à l'assainissement en cours de la ville de Conakry. Vous aurez les échos dans cette édition d'information. Les députés français se sont enfin prononcés avec une large majorité sur le maintien de la force française. En Centrafrique, 2000 soldats doivent mener l'ordre dans ce pays où la situation se complique davantage. Pour commencer, grogne ce mercredi au lycée Donka, la cause, le décès de Moussa Mara, élève du dit établissement. Après une intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen, les amis du défunt pointent un doigt accusateur sur les médecins du CHU Donka qui auraient demandé une somme de 2 millions de francs guinéens à la famille. La direction de l'hôpital refute ces accusations. Marichela Fofana. Le lycée Donka était en ébullition ce mercredi. Pour cause, la mort de Moussa Mara, élève de la 11e année sciences mathématiques du dit établissement. Le jeune aurait perdu la vie après une intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen suite à un coup reçu lors d'un match de football. Ses camarades pointent un doigt accusateur sur les médecins du CHU Donka qui auraient demandé une somme de 2 millions de francs guinéens à la famille. Ce matin en classe, nous avons eu un décès dont notre ami qui se nomme Moussa Mara, qui a eu un décès. Quand il a été à l'hôpital Donka, on lui a demandé de 2 millions. Ses parents ont envoyé 1 million d'avance. Ils ont dit tant que l'argent n'est pas au complet, qu'ils ne vont pas l'opérer. Notre ami est resté là-bas, il a eu la mort. Il avait un soc dans son ventre, dont le sang coulait dans son ventre. Ils ont refusé de l'opérer. Après les altercations entre forces de l'ordre et ces jeunes lycéens, ils se sont dirigés vers l'hôpital national Donka où ils ont posé des actes de violence causant des dégâts matériels. La direction de l'institution déplore la situation et refute les accusations portées sur la structure. Le chirurgien qui s'est occupé de Moussa Mara revient sur les conditions de son admission à l'hôpital. Pour ce qui est de cet enfant-là, il est venu avec une douleur au niveau du flanc droit, avec un état général stable. Compte tenu du fait qu'il n'y avait aucune indication opératoire, nous avons jugé de le mettre en observation. On l'a mis en observation, on surveillait les paramètres tous les jours jusqu'à hier. Hier, on a vu que son tableau s'aggravait, il faisait de la fièvre, de l'insomnie et tout, et on s'est dit que vraiment il y avait une infection quelque part. Et effectivement, on a décidé de l'opérer. Okay? On l'a opéré vers 16h et il s'est écoulé beaucoup de pus. Cet événement relance de plus belle la problématique de la prise en charge des malades dans les services de soins publics du pays. Par rapport à cette situation, la famille de Moussa Mara a donné sa version des faits. Le jeune a effectivement été opéré, contrairement à ce que les amis ont dit. L'hôpital a aussi demandé les 2 millions de francs guinéens, mais toute la somme n'a pas été versée. Suivez. Le jeune a eu un soc lors de leur match de football, un gala au sein du lycée Donka. C'est pendant maintenant 3 à 4 jours où on l'a vu qu'il ne se portait pas bien. Et à l'issue de ça, maintenant, on l'a demandé. Et nous a dit maintenant qu'il a eu un soc au cours du match. La nuit, il n'a pas pu dormir, il a continué à pleurer. Finalement, on l'a pris, on l'a envoyé à l'urgence à Donka. Arrivé à l'urgence, ils ne nous ont pas dit réellement que nous sommes venus en retard ou bien nous sommes venus pressés. Mais ils nous ont dit d'attendre, ils vont examiner. Et à l'issue du bilan maintenant, qu'ils vont proposer si c'est l'opération qui est propre à lui, ou bien on va lui donner des produits de quoi il va vomir le sang là. Maintenant on est rentré là-bas le vendredi, samedi. Hier maintenant, moi on m'a appelé que le docteur demande réellement de faire l'opération. Maintenant le cas de 2 millions et quelques s'était posé avant que moi je ne vienne. Mais je les ai dit que nous on n'a pas l'argent pour ça. Si c'est une opération, parce qu'on m'a appelé que c'est appendicite. Mais comme cela n'est pas le cas, donc on va voir, comme vous avez dit que vous allez nous donner les bilans, à l'issue du bilan maintenant vous allez décider ce qui va se passer. Maintenant à l'issue du bilan maintenant ils ont décidé de l'opérer. L'opération a été passée derrière moi. Maintenant l'opération hier, le petit n'a pas pu supporter, à Zorior il a rendu l'âme. À l'hôpital on a payé. On n'a pas payé les 2 millions, on a payé 1 million et quelques.
La Guinée se prépare à accueillir le roi du Maroc, Mohamed VI. C'est dans ce cadre que les activités d'assainissement et d'embellissement de la ville sont en cours. Partout, des rues balayées, des caniveaux curés, des grands carrefours et places publiques embellies. Une action saluée par les citoyens de Conakry qui souhaitent que ces actions soient poursuivies. Manian Nkondé. À quelques jours de l'arrivée du roi Mohamed VI, Conakry fait sa toilette. Les rues sont balayées, les caniveaux curés, les grands carrefours et places publiques embellies. Partout le long de l'autoroute Fidel Castro et d'autres carrefours sont affichées les photos de l'hôte marocain et son homologue guinéen. Les travaux sont aujourd'hui à 95%, parce que tout ce qui concerne les travaux de peinture, embellissement et les peintures sur la clôture, tout est fini. Aujourd'hui, ils sont créés encore les travaux supplémentaires, c'est-à-dire de mettre les carreaux sur la rentrée principale de la cour. Donc les travaux sont démarrés, on a démarré la nuit d'hier, donc pratiquement ça va terminer aujourd'hui d'ici 17h. Cette action qui vise à accueillir le roi Mohamed VI dans un environnement propre est appréciée par des citoyens. Pendant ce temps, ils déplorent du fait que ces actions soient temporaires ou occasionnelles. Je crois que c'est une très bonne chose, mais si cela pouvait continuer dans la durée, il ne sert à rien de rendre Conakry propre pour la venue du roi seulement, que cela ne continue pas. Ce n'est pas à l'avantage de la population, surtout avec l'arrivée de l'hivernage. Donc c'est une très bonne initiative, mais si ça continue, si ça doit s'arrêter qu'à l'arrivée du roi, je crois que ce n'est pas nécessaire. Oui, par rapport à la toilette de la ville de Conakry, c'est une belle chose. L'arrivée du roi, il faut reconnaître que c'est une grande personnalité. Il doit être bien accueilli, si vous comprenez. Mais ce qui est marrant, Conakry est propre quand on reçoit les grandes personnalités, si vous comprenez. Étant la capitale de la Guinée, la capitale doit être forcément propre. Ce n'est pas parce qu'on reçoit une grande personnalité comme le roi. Cette visite du roi du Maroc s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et le royaume chérifien. Le souverain du royaume chérifien, Sa Majesté le roi Mohamed VI, était attendu pour ce mercredi 26 février à Conakry. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Maroc a été rejetée pour une date ultérieure. Les raisons de ce changement de programme, l'objectif spécifique, les préparatifs et à quand l'arrivée prochaine du roi. Élément de réponse dans ce reportage de Marichela Fofana. Ce mercredi 26 février était la date annoncée par les autorités guinéennes pour la visite du souverain du royaume chérifien, Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le pays. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre la Guinée et le Maroc. Sur la question du report de la date de cette visite, le ministre de la Coopération internationale répond. Et il était décalé. Je vous ai dit, c'est des questions d'État souvent. Il est même possible pour le samedi qu'il sera peut-être un peu décalé pour des raisons d'État. Quand on dit des raisons d'État, essayez de comprendre. Et le souverain vient, et pour nous, l'essentiel qu'il vient. Ce changement de programme ne bouleverse en rien les préparatifs de l'accueil du roi. À en croire Koutoubou Moustapha Sano, toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir un accueil chaleureux et convivial au roi marocain. Toutes les communes sont mobilisées. Et les commissions d'organisation de cet accueil est déjà en place. Elle est présidée par Monsieur le Premier ministre. Et les commissions interministérielles qui travaillent sur les accords, les conventions sont aussi en place. Monsieur le Premier ministre veille toujours à cela. La présidence est impliquée directement à ce qui concerne l'aspect protocolaire avec les affaires étrangères et l'aspect logistique. À ce jour, je vous ai dit qu'il y a plus de 600 qui vont venir, qui sont l'entourage du roi et les investisseurs. Il y a un forum d'investisseurs qui est prévu à Bellevue et au cas de Bellevue. Donc, les dispositions et les préparatifs sont déjà presque
achevé, acquis, et nous n'avons pas de problème. Durant son séjour en Guinée, le souverain du royaume chérifien devra réaliser plusieurs activités dont, entre autres, l'inauguration de la société ciment de l'Afrique CIMAF, la pose de la première pierre de 2500 logements sociaux et la signature des accords dans plusieurs domaines. Au cours de cette visite, il est prévu qu'une dizaine des accords et des conventions seront signés. Et Sa Majesté aussi contribuera personnellement à l'inauguration de la CIMAF, la cimenterie, la nouvelle cimenterie de l'Afrique autour, et l'inauguration d'une autre usine du blé, et c'est les investisseurs marocains qui ont investi, et le lancement de travaux de 2500 logements sociaux, et avec la société à Doha. C'est une société immobilière qui est très connue aujourd'hui, qui a fait ses preuves au Maroc. C'est une visite officielle que nous estimons que ça va apporter beaucoup de choses pour la Guinée. Les accords qui seront signés ou les conventions qui seront signées, ils vont tous être des conventions qui sont là pour appuyer et pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. À quand l'arrivée prochaine du roi? Officiellement, il y aura une annonce, un communiqué du gouvernement qui va mettre fin à toutes ces polémiques et vous rassurer tout un chacun que la visite aura lieu. C'est à ce jour, à ce moment, au moment que je vous parle, je vais vous confirmer que cette visite aura lieu. Et c'est une visite historique pour nous, pour la Guinée et pour le Maroc. Parce que ça sera pour la première fois pour un souverain chérifien de visiter la Guinée depuis l'indépendance. Pour l'heure, aucune date n'est donc annoncée. Mais selon certaines sources, le lundi 3 mars serait au programme. Autre registre de l'actualité, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance, du genre, de l'action sociale, en collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA, a organisé un atelier de formation de 4 jours à l'intention des journalistes. C'est pour renforcer les capacités des hommes de médias sur les questions de mutilation génitale féminine. C'est la salle de conférence du Centre islamique de Donka qui sert de cadre à cette concertation. Fatoumata Yarisila, reportage. Sensibiliser les populations à mettre un terme aux mutilations génitales féminines est le cheval de bataille du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance, du genre et de l'action sociale en collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA. Et pour y arriver, un atelier de formation à l'intention des journalistes a été organisé au cours duquel l'occasion est mise à profit pour impliquer les hommes de médias en vue de trouver des solutions adéquates pour remédier à cette pratique sans pour autant vexer les différentes parties. Cet atelier vise à améliorer la façon de comprendre, de percevoir et d'agir des journalistes en vue d'éradiquer ce fléau qui n'a que trop duré, qu'ils appellent les mutilations génitales féminines. Ça a permis à chacun des journalistes ici présents de donner son avis par rapport à la lutte qu'il faut mener, comment il faut mener, quels sont les outils dont il faut utiliser. Sur les 192 pays ayant voté la résolution axée sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et femmes, 29 d'entre eux pratiquent encore ces méthodes. La Guinée et la Somalie sont les plus affectées par cette pratique. Aujourd'hui, nous sommes à 96,9. Donc nous avons augmenté de 1,3 au lieu de diminuer. Et nous sommes le deuxième pays au monde à vouloir garder ou à vouloir continuer à pratiquer cette pratique néfaste à la santé de la femme et de l'enfant. Ces pratiques sont considérées comme des éléments cruciaux des cérémonies d'initiation rituelles dans certaines communautés en vue de permettre aux filles de s'abstenir. Nous ne connaissons que l'excision que nos ancêtres nous ont léguée et nos enfants doivent la pratiquer. Dieu merci, je suis en bonne santé. L'intensification de l'action mondiale en vue d'éliminer les mutilations génitales féminines s'avère un combat pertinent qui ne peut s'accomplir sans un mouvement d'ensemble de toutes les couches sociales. D'où la participation des journalistes au combat. Direction l'intérieur du pays où la préfecture de Forêt-Caria serait confrontée à une dégradation progressive de l'environnement, les feux de brousse, la montée saline dans les zones côtières et la présence des sociétés minières sont entre autres facteurs évoqués par les responsables de Forêt-Caria. Le point avec Lansana Traoré.
La protection de l'environnement semble une préoccupation pour les autorités de Forikaria. Cette préfecture, située à 100 km de la capitale Conakry, enregistre aujourd'hui des difficultés. La végétation disparaît progressivement avec les phénomènes de feux de brousse, de la coupe abusive du bois, mais aussi de la montée saline dans les zones côtières. En tant qu'acteur, préserver notre entourage, notre environnement de la dégradation, mais aussi des effets nocifs de l'homme. Je vous le disais tantôt que Forikaria est une zone côtière. Le constat, il est amer quand vous allez dans les îles de Kabak, quand vous allez à Kakossa, quand vous allez à Benti. On constate qu'il y a une avancée progressive de la mer. On constate que l'environnement se dégrade. C'est-à-dire que la population de la préfecture de Forikaria est déjà consciente de la menace constante sur l'environnement. L'installation des sociétés minières est aussi un autre facteur de dégradation de l'environnement dans la préfecture de Forikaria. 3 sociétés évoluent sur le terrain et à en croire les responsables des services préfectoraux de l'environnement, la présence de ces sociétés n'est pas sans conséquence sur la flore. Forikaria regorge de sociétés minières. Nous abritons 3 sociétés minières qui sont Rio Tinto, FGM, c'est la société FGM Forikaria Guinea Mining, et la société Sari, qui est une société d'exploration. Donc nous avons d'énormes difficultés ici, et dans la collaboration, et dans le manque de moyens pour pouvoir mener à bien notre mission avec ces sociétés. Mais nous nous efforçons quand même à cerner tous les contours et surtout avec la mise en place du comité préfectoral de suivi environnemental et social, à faire une suivi et évaluation de toutes les activités menées par ces sociétés sur le terrain. Il faut rappeler qu'à Forikaria, comme les autres zones minières du pays, les questions environnementales restent toujours posées. Dans l'actualité également, l'Afrique subsaharienne maintenir le rythme, c'est le thème d'une conférence scientifique organisée ce mercredi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, animée par le représentant résident du FMI en Guinée. Cette conférence a permis aux étudiants d'acquérir des connaissances sur les perspectives économiques régionales de cette partie du continent Maniankondé. Il s'agit de la 2e conférence animée par le représentant résident du FMI en Guinée. Elle devrait permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. L'objectif de la conférence, c'est de familiariser les étudiants avec ce qui se passe en Afrique subsaharienne, regarder un peu ce qui se passe au-delà de la Guinée pour s'ouvrir, si vous voulez, sur d'autres horizons. Outre, des sujets sur la croissance économique de la Guinée ont aussi été débattus. Selon le ministre d'État de l'économie et des finances, la Guinée a de bonnes perspectives cette année 2014 si les réformes se poursuivent. L'Afrique subsaharienne et la Guinée se comportent bien parce que le taux de croissance projeté en moyenne pour l'Afrique subsaharienne c'est 5,5% pour 2014. La Guinée c'est 4,5%. Mais ces 4,5% n'intègrent pas tous les engagements qui ont été pris à Abu Dhabi. Et si le secteur minier connaît une reprise durable en 2014, et si tous les engagements sont mis en œuvre également en 2014, nous pensons que le taux de croissance qu'on va atteindre à la fin de l'année va être proche du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 5,5%. Le recteur de l'Université générale Lansana Conté se réjouit de cette rencontre d'échange avec ses étudiants. Ça nous a fait une très bonne chose parce qu'on partage les expériences avec des types d'échanges comme ça. Ils sont venus en grand nombre, surtout lorsque vous voyez la qualité et la hauteur justement et l'importance de ces cadres, ça se passe de tout commentaire. À la fin de la conférence, des recommandations, notamment la promotion de la stabilité économique, la politique budgétaire basée sur la mobilisation des ressources, ont été annoncées comme nécessaires pour la croissance économique rapide de l'Afrique subsaharienne.
Dans l'actualité sur le continent, le vote était attendu et finalement c'est oui à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français qui demandait hier la prolongation de l'opération Sangaris en Centrafrique. À une très large majorité, les députés français se sont prononcés pour le maintien de la force française. 2000 soldats déployés en République centrafricaine doivent mener l'ordre dans un pays confronté à des violences meurtrières. L'avion frôle les arbres, la forêt s'étend à perte de vue. À 600 km à l'ouest de Bangui, l'armée française se déploie. Aux avant-postes, le 1er régiment des hussards parachutistes. Donc tous ceux qui ont les armes ont les armes, les autres on est là pour leur sécurité. Qu'ils soient tranquilles, on ne les embêtera pas. La piste est quasi impraticable, 7 heures pour faire 90 km. Sur leur parcours, un village apparemment assoupi. Tu fais sortir tout le monde là, de la paillote. Oui. Mon chef il va voir tout le monde juste à côté. Là. Ok. Ceux qui sont là avec. D'après les renseignements des militaires, ces habitants sont des anti-Balaka, ces milices dites chrétiennes qui terrorisent les musulmans. Ils sont fouillés, désarmés. Des machettes, des arcs, une vieille kalachnikov. Les militaires s'impatientent. Les gars, franchement, faites-nous gagner du temps, sinon là, ça va venir. Non, il n'y a rien. Ils sont où les autres? Il y a quelque chose, je vais donner, il y a rien. Les anti-Balaka n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Le lieutenant sort son arme secrète. Na Pongo, Tamboula, Timiska, na Sangaris. Un discours préparé en sango, leur langue, qui leur impose de rendre leurs armes. Lakwe, Nando, CC, Tibet, Africa. C'est des gens qui, pas pour tous, mais pour une partie, et dans la région, cette partie elle existe, commet des exactions et cherche à tuer les musulmans. Voilà. L'immensité du pays rend leur mission particulièrement difficile. Quand ils débarquent, les exactions s'arrêtent, puis reprennent quand ils ont le dos tourné. Pour les aider dans leur tâche, quelques hommes de bonne volonté. Le père Isaïe recueille dans sa paroisse des dizaines de musulmans au péril de sa vie. Là, ce sont les musulmans qui sont ici dans le quartier et qui sont menacés. Certains anti-Balaka qui m'ont dit « Mon père, si vous ne faites pas attention, nous allons vous tuer ». Pour ces musulmans, pas question de quitter la Centrafrique, malgré les menaces. Nous sommes nés ici et grandir ici, et en même temps on a marié, on a mis des enfants ici. Mais où on peut partir? Pour le moment, ils ne peuvent pas revenir dans leur quartier de la ville de Berberati. Leurs maisons, leurs commerces ont été pillés. Notre objectif, c'est de rétablir ce niveau de sécurité minimum qui va permettre leur retour. Les musulmans, c'est un pilier de l'économie ici dans la ville. En attendant, pour ces soldats français de la force Sangaris, la mission risque d'être plus longue que prévu. Toujours sur le continent, les relations entre la France et le Maroc se sont nettement dégradées depuis quelques jours, notamment après le dépôt de plainte à Paris visant le patron du contre-espionnage marocain, mis en cause mal vécu par l'opinion marocaine. Suivez. Ils ont tous convergé direction l'ambassade de France à Rabat. Des milliers de Marocains ont défilé, furieux contre la France. En cause, des propos de l'ambassadeur français auprès des Nations Unies, Gérard Haro aurait dit en substance que le Maroc n'est qu'une maîtresse dont on n'est pas amoureux, mais que l'on se doit de défendre. Des propos toujours difficiles à entendre. Mais ce n'est pas tout. Autre cause de la colère des Marocains, un dépôt de plainte par une ONG à Paris pour torture, qui vise le patron du contre-espionnage marocain Abdelatif Amouchi. Le Maroc reproche notamment aux autorités françaises d'avoir ignoré les canaux diplomatiques. C'en est trop. Au nom des Marocains libres, nous demandons à la France de présenter ses excuses pour l'erreur commise par l'ambassadeur français. Le président français s'est efforcé d'apaiser les tensions. François Hollande a eu un entretien téléphonique avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Il l'a assuré de l'amitié constante de la France. Sérieux coup de froid dans les relations diplomatiques entre la France et le Maroc, d'habitude si bien huilées, les malentendus semblent avoir été dissipés et même le partenariat va être renforcé.
Rendez-vous ce soir, mesdames, c'est sur la place de l'Indépendance, au lieu de la contestation en Ukraine, que devrait être dévoilée la composition du nouveau gouvernement, un cabinet dont la mission sera de réconcilier un pays tiraillé entre l'Est et l'Ouest. Suivez. Cet homme en costume vert, mis à l'écart, puis sévèrement malmené, est un militant de retour de Kiev, l'un de ceux qui a fait chuter Yanukovych. À Kiev, il serait porté en héros. Ici, il est roué de coups. La scène se passe en Crimée, une région ukrainienne qui refuse de lier son avenir à l'Europe. Il faut dire, cette péninsule au sud du pays, bordant la mer Noire, est l'unique région ukrainienne dont plus de 60% de la population est d'origine russe, parle russe et plus que jamais se sent russe. Alors pour eux, pas question de tourner le dos à Moscou. Nous sommes tous russes. Il se fait qu'on nous a donné le nom d'une autre nation, mais c'est absurde. Ces gens vont jusqu'à prétendre que même Adam et Ève étaient ukrainiens. Ce sont de grands malades. Et la situation est particulièrement tendue à Sébastopol. Une puissante flotte russe est installée ici depuis l'éclatement de l'Union soviétique et les accords entre Kiev et Moscou. Pour Vladimir Poutine, il est difficile d'imaginer ce port si stratégique laissé à un pouvoir lui étant hostile. Les blindés russes sont venus protéger les portes du QG de la marine russe sur place. Ces Cosaques pro-Moscou de Crimée n'en demandaient pas moins. Notre souhait, c'est que s'il devait se passer quelque chose ici, comme ce fut le cas avec la guerre en Ossétie, que les Russes se tiennent de notre côté. Et voilà qu'aux quatre coins de la ville, de jeunes hommes s'inscrivent dans des brigades d'autodéfense pour, disent-ils, protéger leur ville de ce qu'ils appellent le coup d'État pro-européen. Des milices qui laissent présager d'importants désordres dans cette région sensible. Aujourd'hui, des parlementaires russes sont venus rencontrer la population locale. Il se dit que des passeports russes sont distribués aux citoyens qui le souhaitent. Cette lutte géopolitique ne doit pas entraîner un retour des populations ukrainiennes en Russie en leur offrant des passeports à tout va. Ce serait une grande erreur stratégique de la part de la Fédération de Russie. La Crimée sera-t-elle le bastion d'une nouvelle insurrection en Ukraine? Une région sous haute tension qui témoigne d'un pays profondément divisé. Après un retour en Guinée en prélude préparatif des éliminatoires de la CAN 2015, le Sili national jouera contre l'Iran le 5 mars prochain à Téhéran. C'est dans ce cadre que le sélectionneur français du Sili a rendu public la liste des joueurs retenus pour ce match. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Fodé Camara comprend le jeu. Au total, 22 joueurs sont appelés par Michel Dussier pour ce match amical contre l'Iran, premier du genre. Justement, pourquoi le choix de l'Iran, qualifié pour les phases finales de la Coupe du Monde, est tombé sur la Guinée pour une telle rencontre amicale? Je pense qu'aujourd'hui, notre équipe nationale, même si elle n'a pas décroché son ticket pour la CAN et pour la Coupe du Monde, a montré qu'elle était attractive en tout cas, puisque sur le plan international, ses qualités sont reconnues et que donc dans ce sens-là, l'Iran s'est tourné vers nous. C'est pas un hasard, c'est parce qu'ils pensent que nous avons une équipe de qualité. Sur la même question, la Fédération guinéenne de football, à travers son secrétaire général, pense déjà à la préparation du Sili national de Guinée au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Puisque nous avons en vue les éliminatoires de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, dont les phases finales sont prévues au Maroc, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas attendre la veille de ces joutes continentales pour nous préparer. Entendu qu'à partir du mois de septembre, nous allons commencer ce qu'on appelle les doubles dates. La surprise sur la liste des joueurs retenus est que 4 sont produits par le championnat national de Ligue 1. Il faut signaler que les frais de transport international, hébergement, nourriture des 33 membres de la délégation guinéenne seront pris en charge par le gouvernement iranien. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous et gardez un œil sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Bonsoir, où que vous soyez.